Une nuit d'hommage aux soldats et leurs proches à l'occasion du 61e anniversaire des Forces armées nationales. Cette célébration prévue le 1er novembre prochain va être l'occasion pour l'armée de s'ouvrir à la population pour renforcer la confiance dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Commémoration de l'insurrection populaire d'octobre 2014, les victimes et familles de victimes interpellent fermement les autorités sur leur situation de vie difficile. Des actions engagées en justice tardent à se concrétiser et pour tout cela, certaines associations se démarquent des commémorations officielles dans 48 heures. Et puis enfin, les Soudanais se révoltent contre le coup de force de lundi. Le général désormais au pouvoir a reconnu publiquement avoir arrêté des hommes politiques dont le Premier ministre Abdallah Hamdok, qui est mis à l'abri, précise-t-il. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Avant de développer ces titres, le dénouement du procès Thomas Sankara aujourd'hui. Deux accusés étaient à la barre, Idrissa Sawadgo et Nabonswende Ouedraogo. Ils furent des éléments de la sécurité rapprochée de l'ancien président Blaise Compaoré. Tous les deux ont affirmé devant le tribunal n'avoir pas participé à l'assassinat du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons en 1987. Les précisions de leurs auditions avec Abdoulaye Meigné. Deuxième accusé à la barre dans l'affaire Thomas Sankara, Idrissa Sawadogo, caporal en service au Centre national d'entraînement commando Sénèque au moment des faits. Il faisait partie de la garde rapprochée de Blaise Compaoré. À la barre, l'accusé ne reconnaît pas les faits d'assassinat et de complicité d'attentat à la sûreté de l'État qui lui sont reprochés. Le 15 octobre, j'étais de garde au Conseil de l'Entente et mon chef Hyacinthe m'a dit d'aller appuyer l'équipe qui était au domicile de Blaise Compaoré. C'était aux environs de 15 heures, a-t-il précisé. Il ajoute que les faits se sont passés à son absence. Pourtant, il est cité par son prédécesseur à la barre comme faisant partie du commando. Normal, personne ne rejette en bloc les propos de M. Ilboudo Yamba Élysée en disant que non, il n'y était pas. Mais toujours est-il qu'il ressort de ces éléments et même de ce qu'ils disent à l'audience, qu'ils étaient présents le jour du 15 octobre au sein du Conseil de l'Entente. Bon, maintenant, est-ce qu'ils ont participé ou non au coup d'État? Il semble dire que oui, on était au Conseil d'État le 15, mais on n'a pas participé à la réalisation de ce coup d'État. Bon, mais pour le moment, je pense, c'est ce que je vous ai dit, on va aller au bout, parce que le dossier nous réserve encore beaucoup de belles surprises. Pour l'avocat de l'accusé, Idrissa Sawadogo, son client, est resté constant dans ses déclarations. Sa version des faits doit être prise en compte jusqu'à preuve du contraire. Nous avons dit que si, effectivement, les déclarations de ces co-accusés peuvent être prises pour vérité, qu'on prenne également lui ses déclarations pour vérité. Il a expliqué que le 15 octobre, dans les environs de 15h, 15h30, on lui a dit d'aller appuyer un poste au domicile, à la résidence. C'est ce qu'il a fait. Donc, comme j'ai dit, depuis l'enquête préliminaire, depuis le juge d'instruction, c'est la même déclaration et j'ai constaté que vraiment il n'a pas varié. Je pense que vous étiez dans la salle. Est-ce que vous avez entendu des déclarations qu'on lui a dit contradictoires par rapport à ce qu'il avait déclaré? Non. L'audience s'est poursuivie avec Nabonswende Ouedraogo pour les mêmes chefs d'accusation. Il reconnaît avoir été au Conseil de l'Entente au moment des tirs, mais souligne qu'il a été surpris par le coup de feu et a dû se trouver un abri car il ignorait ce qui se passait. L'audience est suspendue et reprend le mardi 2 novembre. Célébration du prochain anniversaire des Forces armées nationales, le 61e, prévu le 1er novembre prochain. Un programme a été dévoilé par le ministre en charge de la Défense nationale hier mercredi. Une nuit d'hommage aux défenseurs de la patrie ainsi qu'à leurs familles sera l'une des grandes activités de cet anniversaire qui dans l'ensemble donc sera l'occasion pour les forces armées de se prêter à un exercice de redevabilité et de s'ouvrir dans un élan de communication avec les populations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. On en parle avec Serge Kabouré. 61 ans au service de la défense de la patrie,
Ensemble pour un vibrant hommage aux forces armées nationales et pour un engagement décisif pour vaincre le terrorisme, c'est sous ce thème que les forces armées nationales commémorent le 1er novembre prochain le 61e anniversaire de l'armée. À quelques jours de l'événement, le ministre en charge de la Défense nationale et des anciens combattants annonce les couleurs. Cet événement nous offre l'opportunité de communiquer avec la nation dans un exercice de redevabilité institutionnelle et surtout pour réaliser avec elle, en ces moments difficiles, l'indispensable synergie patriotique pour vaincre le péril terroriste. Communiquer davantage et communier avec les populations en ce moment permet de dépolluer l'environnement des perceptions. Et pour ce faire, la commémoration sera marquée au premier rang par une nuit d'hommage prévue pour le 30 octobre. Nous avons donc prévu de faire une nuit d'hommage qui aura lieu donc le 30, samedi 30, qui va donc permettre au gouvernement, à notre nation, à travers ses différentes composantes, de pouvoir donc exprimer cet hommage, non seulement aux morts, donc ceux qui ont payé de leur vie donc, ce sacrifice, mais aussi aux blessés, aux familles éplorées. Le 2 novembre, qui est une journée réservée au dépôt de gerbes à la place de la Nation, connaîtra pour cette année un deuxième acte au cimetière municipal de Gounguin. Depuis un certain temps, Son Excellence, Monsieur le Président du Faso, avait donné des instructions pour que toutes les tombes des militaires, qui soient dans toutes les garnisons, soient réaménagées selon un modèle qui permet donc de les reconnaître et de pouvoir donc régulièrement donc rendre cet hommage à nos morts. Et donc cette cérémonie aura lieu le 2 novembre, qui est traditionnellement une journée réservée donc au dépôt de gerbes aux soldats inconnus. Et il y aura donc cette phase donc de dépôt de gerbes à la place de la Nation. Et ensuite, nous allons nous déporter au cimetière. Un hommage a par ailleurs été rendu par le ministre de la Défense à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, magnifient les actions des forces de défense et de sécurité, toutes choses qui galvanisent le moral des troupes. Et alors que dans 2 jours, les événements des 30 et 31 octobre 2014 au Burkina vont, par devoir de mémoire, être rappelés au souvenir des citoyens burkinabés, des victimes et familles de victimes de ces mêmes événements attirent l'attention des autorités. Leur situation sanitaire et financière difficile se heurte au silence du gouvernement. Toutes les précisions ont été données face à la presse. On en parle avec Serge Kaboré. À 48 heures de la commémoration de l'anniversaire de l'insurrection populaire de 2014 et du coup d'État de septembre 2015, les différentes associations des familles des victimes haussent le ton. Au compteur, cette année après l'insurrection, 50 blessés sont en attente de soins en urgence, 200 autres ont besoin de suivi et des décrets adoptés attendent toujours d'être mis en œuvre. Il y avait des décrets qui prenaient en charge les enfants des martyrs à la hauteur de 75 000 francs que la transition a pris. Nous avons demandé au président du Faso de réviser, parce que 75 000 aujourd'hui, chacun de vous sait bien que 75 000 ne peut pas amener un enfant à l'école. Et ça, il n'y a pas eu de révision. Il y a le pupille de la nation, ça c'est une loi qui a été votée à l'Assemblée. Et cette loi, nous sommes partis défendre cette loi, l'avant-projet de loi d'abord, et la loi a été votée et resté sa publication. Et jusque-là, cette loi aussi n'a pas été publiée. Conséquence, certaines associations, à l'image de celles des parents des victimes du coup d'État, se désolidarisent des commémorations officielles prévues le 31 octobre prochain au Monument des Martyrs. Si on va continuer à commémorer, puisque la commémoration, on peut commémorer d'une autre manière. Les orphelins sont là, ils ne partent pas à l'école. Les veuves sont là, ils souffrent. Et nous, on dit non, on commémore. C'est comment on commémore? Allez-y, déposer les herbes fleurs là et puis dire, bon, une minute, c'est fini. Ça, c'est pas la commémoration. Pendant que les orphelins souffrent, ils ne peuvent même pas aller à l'école. Pendant que les veuves sont là, ils sont obligés de se débrouiller, peut-être pour pouvoir se nourrir. C'est honte quand même pour le peuple burkinabé. Autre frustration exprimée par les familles des victimes,
la présence de Maître Gilbert Noël Ouédraogo dans la composition de la Haute Cour de justice. Pour eux, il est inacceptable qu'après le décès de 2 personnes chez lui à Ouaguia, il se présente aujourd'hui comme juge. S'il peut se retirer, qu'il se retire dès maintenant. Sinon, je pense qu'il n'y aura pas de justice. Si la justice doit fonctionner comme ça, je pense que le Burkina Faso, la justice n'est pas indépendante. Si elle est indépendante, elle doit savoir pourquoi il y a eu l'insurrection populaire. L'insurrection populaire est venue par rapport à la dictature que nous avons tous reçue ici par Blaise Compaoré. C'est comme si Blaise revenait pour juger les gens ici. C'est exactement la même chose. C'est comme si François Compaoré est revenu pour juger les gens au Burkina Faso. Donc, je pense que Gilbert n'a pas sa place là-bas. Il peut être avocat pour défendre des gens. Mais fait partie de la Haute Cour de justice, nous, les familles de victimes, on est indignés. Tout en souhaitant le retour de la paix au Burkina Faso, les différentes associations des familles des victimes ont remercié toutes les bonnes volontés qui œuvrent sans cesse dans l'accompagnement des orphelins et veuves des martyrs. Et dans la suite de ce journal, une session spéciale de l'Assemblée nationale mardi dernier pour répondre aux préoccupations des populations du Grand Ouest exprimées lors des journées de redevabilité de juillet dernier dans les Hauts-Bassins. 3 membres du gouvernement étaient chargés de traiter les 4 questions à l'ordre du jour de cette session spéciale. Il s'agit notamment de la flambée des prix des produits de grande consommation et de la fermeture des frontières à Sanata Serré. Chose promise, chose due. Lors de ces journées de redevabilité qui se sont tenues du 1er au 4 juillet à Bobo-Dioulasso dans les Hauts-Bassins, plusieurs préoccupations ont été soumises à la représentation nationale par les populations de cette région. Ce mardi, l'Assemblée nationale a ouvert une session extraordinaire afin de trouver des éléments de réponse auprès du gouvernement à ces préoccupations posées par les populations. L'une des questions au cœur des échanges de cette session, la flambée des prix des produits de grande consommation au Burkina Faso. Cette hausse affecte significativement le bien-être des consommateurs et de ce fait, l'intervention de l'État est nécessaire. Les facteurs explicatifs, comme je le disais, la première cause de cette hausse des prix est liée à la reprise de l'activité économique avec au corollaire le renchérissement du trafic maritime après des mois d'arrêt à cause de la Covid-19. Il faut savoir qu'environ 80% des biens consommés dans le monde sont transportés par des navires, ce qui fait que les coûts des porte-conteneurs ont un impact particulier sur le commerce mondial. Autre question auquel le gouvernement a apporté des éclaircissements devant la représentation nationale, c'est la problématique de la réouverture des frontières terrestres dans la zone UEMOA. Selon le gouvernement, la levée de la mesure de fermeture des frontières nécessite au préalable un consensus entre pays frontaliers. Sur la question, Alassane Bala Sakandé a invité les différents gouvernements à être plus réalistes. Honnêtement, si vous ne prenez pas des décisions dans le meilleur délai, ce trafic qui se fait au niveau des frontières, là, nous allons recevoir ça à la figure. C'est clair, c'est net. Parce qu'aujourd'hui, c'est dans la brousse, on voit les gens dans un tricycle avec des marchandises, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils transportent. Et bon, pour une somme dérisoire, le gars passe, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va être là, assis à faire des études, pendant qu'on ne sait pas qui rentre, qui sort, avec quoi? Il y a un problème pour notre sécurité. Honnêtement, si vous ne prenez pas des décisions dans le meilleur délai, ce trafic qui se fait au niveau des frontières, là, nous allons recevoir ça à la figure. C'est clair, c'est net. Et j'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que cette fermeture des frontières perdure. Je ne parle pas au niveau du gouvernement. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent de la fermeture des frontières. Étaient également sur la table des échanges les solutions envisagées par le gouvernement pour faire face à l'état de dégradation des routes sur l'ensemble du territoire national et dans les Hauts-Bassins en particulier, et la problématique de la qualité des infrastructures scolaires. Occasion pour les ministres Éric Bougma et Stanislas Waro d'apporter des éléments de réponse à ces préoccupations des populations. Des préoccupations qui ont d'ailleurs suscité un débat entre membres du gouvernement et députés. Toutefois, les membres du gouvernement présents à cette session extraordinaire ont du reste rassuré les populations sur les efforts du gouvernement pour venir à bout des difficultés auxquelles font face les populations du Burkina Faso en général et du Grand Ouest en particulier. Et nous restons à l'Assemblée nationale qui va mobiliser des ressources financières à hauteur de 10,5 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de son plan stratégique 2022-2025. Le document a été officiellement remis au président du Parlement hier 27 octobre.
Le référentiel de développement a fait la lumière sur les forces et faiblesses de l'Assemblée nationale, en vue donc d'un développement conséquent sur les prochaines années. Mamétriana Kamabou. Ce comité a travaillé afin de mettre en place un référentiel de développement qui va régir le fonctionnement de l'Institut parlementaire pour les 4 prochaines années. À partir de ce diagnostic, les forces et les faiblesses de l'Assemblée nationale ont été démontrées. Des recommandations ont été également faites pour un meilleur rayonnement de l'Institut parlementaire. La première recommandation, c'est immédiatement mettre en place une équipe de plaidoyer pour, entre guillemets, vendre ce plan stratégique. Et par ailleurs, il y a quand même un travail à l'interne qui doit être fait, puisque les diagnostics ont révélé des insuffisances que nous devons corriger à l'interne. Et nous devons avoir également un Parlement ouvert qui va aussi bien à l'international que vers les citoyens. Il y a tout un ensemble de choses, mais la première recommandation, c'est que l'équipe soit mise en place, que ce soit un plan qui soit géré également dans la transparence. 10 milliards 500 millions de francs CFA, c'est le montant à mobiliser pour la mise en œuvre de ce plan. Le président de l'Assemblée nationale a profité de l'occasion pour lancer un appel aux partenaires techniques et financiers. Nous avons été félicités pour l'exécution du premier plan stratégique et nous profitons également de la journée de cette séance de remise de livrables pour dire merci au cabinet qui a accompagné l'Assemblée nationale dans l'élaboration de ce plan stratégique, le cabinet Ipsos Conseil. Féliciter également les membres de la commission qui ont travaillé d'arrache-pied en sacrifiant leurs vacances parlementaires pour pouvoir faire en sorte que nous puissions réceptionner ce document aujourd'hui. Et ce nouveau plan stratégique est d'une valeur d'environ 10 milliards 500 et nous osons espérer en tout cas que les partenaires techniques au niveau international et même au niveau local, les privés peuvent nous accompagner dans la mise en œuvre de ce plan. Cette équipe technique chargée de l'élaboration du plan stratégique 2022-2025 de l'Assemblée nationale a été installée le 2 août dernier. Ce comité est présidé par Désiré Marie-Chantal Nian Boni. Une cérémonie en l'honneur de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Algérie au Burkina, Mohamed Ensser, est en effet en fin de mission. Son travail a été salué par une décoration à titre exceptionnel, officier de l'ordre de l'étalon. La cérémonie a été organisée par le ministre burkinabé des Affaires étrangères. Les images. C'est en 2015 que l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique populaire d'Algérie présente ses lettres de créance au chef de l'État burkinabé. Après 6 ans passés au pays des hommes intègres et en fin de mission, Mohamed Ensser dresse un bilan satisfaisant. Un bilan que partage le ministre des Affaires étrangères, qui a par ailleurs salué les efforts du diplomate pour le renforcement de l'axe Ouaga-Alger. Nous avons eu des rencontres bilatérales par la suite qui ont permis de faire une évaluation exhaustive de la coopération entre nos deux pays par l'identification d'axes de coopération dans 29 domaines. La mise en œuvre de ces axes de coopération qui touchent le secteur de la défense à travers des stages de formation et d'assistance technique, de la sûreté nationale, de la protection civile, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, de la santé, de l'enseignement supérieur, j'en passe, vont impulser assurément un élan nouveau aux relations de coopération que nos deux pays entretiennent. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Algérie dit quitter le Burkina Faso avec le sentiment d'avoir apporté sa pierre contributive pour le développement de plusieurs domaines de coopération. J'ai passé des moments intenses qui ont marqué l'histoire du Burkina Faso et qui constituent une expérience extraordinaire pour tout diplomate. Nous avons pu travailler, comme l'a dit son Excellence, Monsieur le ministre Alpha Bali, nous avons pu travailler sur plusieurs secteurs. Nous avons pu développer des secteurs de coopération dans les domaines
domaine de la défense, la sécurité, l'énergie, la formation, dans plusieurs domaines. Et vraiment, c'est avec beaucoup d'émotion que je quitte le Burkina Faso. Rappelons qu'à cette cérémonie d'au revoir, le ministre des Affaires étrangères, au nom du Burkina Faso, a traduit sa reconnaissance à Ahmed Ainser en l'élevant à titre exceptionnel au rang d'officier de l'ordre de l'étalon. Des images réalisées et commentées par Hyacinthe Saodgo, et nous poursuivons avec le syndicat national des travailleurs de l'éducation du privé et des enseignants non intégrés dans la fonction publique qui était face à la presse ce mercredi donc à Ouagadougou. Le but de cette rencontre était de dénoncer la non-application des cahiers de charges et les conditions de vie et de travail délétères des enseignants du privé. Tous les détails avec Fatima Tanikima. Face à la presse ce 27 octobre, le syndicat national des travailleurs de l'éducation du privé et des enseignants non intégrés dans la fonction publique a décrié les conditions de vie et de travail des enseignants du privé. Un tableau dépeint en noir qui montre la situation peu reluisante des acteurs de ce domaine. Un enseignant qui est un père de famille, un instituteur qui touche 30 000 francs, 40 000 francs dans une école privée, même si je ne vous le dis pas, vous savez que c'est une vie difficile que nous allons mener. Il y a aussi la question du test d'intégration. Vous savez qu'il y a 2 ans de cela, le test d'intégration n'était plus, j'allais dire, il lançait plus le test d'intégration. Pourtant, l'État nous a donné ces diplômes dans le but de nous recruter pour complément d'effectifs. Et pour résoudre un tant soit peu ces problèmes que rencontrent ces enseignants, le syndicat national des travailleurs de l'éducation du privé et des enseignants non intégrés dans la fonction publique fait un plaidoyer à l'endroit du gouvernement. Une invite est faite au gouvernement pour une mise en place de mécanismes souples d'extinction des emplois au niveau de la fonction publique pour le compte du MENA-PLN à travers des examens spéciaux de changement catégoriel, avant de passer au recrutement niveau bac. Créé le 17 juillet 2021, le syndicat national des travailleurs de l'éducation du privé et des enseignants non intégrés dans la fonction publique défend les intérêts matériels et moraux des travailleurs de l'éducation dans son volet secteur privé. Actualité dans le monde de la santé, 9e journée scientifique de l'Association des administrateurs des services de santé Abbas. Ils veulent changer l'image des hôpitaux et cela va passer par plusieurs activités. Ces 28, 29 et 30 octobre, les acteurs de la santé sont réunis pour l'occasion à Ouagadougou. Toutes les précisions avec Mamétri Anakamabou. Durant ces 3 jours de travaux des 9e journées scientifiques de l'Association burkinabé des administrateurs des services de santé Abbas, plusieurs thématiques seront abordées. Il s'agit notamment de la gestion des équipements biomédicaux par l'approche leasing, les nouveaux défis de la gouvernance hospitalière ainsi que l'organisation et la gestion des urgences. Au regard de la difficulté que nos hôpitaux rencontrent pour avoir des équipements, au regard de la cherté même de ces équipements, nous pensons que cette approche selon le leasing va permettre aux hôpitaux d'acquérir des équipements de pointe et pouvoir faire le travail en toute quiétude. Voilà, donc c'est le thème vraiment que nous allons développer pour pouvoir nous mettre au diapason en tout cas de nouvelles technologies et aussi espérer une bonne gouvernance pour nos hôpitaux. Ensemble, changeons le visage de nos hôpitaux. C'est le thème retenu pour ces journées. Ce thème se justifie selon les organisateurs au regard de multiples défis dans lesquels est engagé le ministère de la Santé. Le nouveau plan national de développement sanitaire 2021-2030, le plan d'urgence pour les hôpitaux et la réélecture de l'organigramme sont autant des chantiers du ministère de la Santé. En l'absence de bonne gouvernance, on explique un certain nombre de situations désagréables que vivent les usagers des services de santé, que vivent même les agents de santé dans les hôpitaux publics. C'est pour cela que nous devons plus que jamais avoir un regard sur la bonne gouvernance de nos infrastructures sanitaires afin que l'organisation de l'offre de soins à l'intérieur de ces formations sanitaires puisse se passer dans une belle coordination pour l'intérêt de tout le monde.
Les enjeux et perspectives de la mise en œuvre de la loi sur la fonction publique hospitalière feront aussi l'objet de discussions au cours de ces rencontres. L'Association burkinabé des administrateurs des services de santé compte aujourd'hui environ 1 millier de membres répartis à travers les 13 régions du Burkina Faso. Ouvert le 21 octobre, le festival Allons à Kaya a refermé ses portes dimanche dernier, une clôture ponctuée par un match de football. Ce festival est en effet un cadre de promotion du vivre ensemble et de la solidarité, également un cadre d'expression de la résilience face à la situation sécuritaire. Abdoulaye. Ce match de football vient couronner les 4 jours d'activité dans le cadre du festival Allons à Kaya. L'objectif est de promouvoir la solidarité et le vivre ensemble entre habitants de cette ville qui accueille un nombre important de déplacés internes. Dans ce contexte sécuritaire difficile, le concept Allons à Kaya témoigne la résilience des populations de cette partie du Burkina Faso. Nous sommes très satisfaits au vu donc de l'excellente mobilisation que nous avons eue ce soir, l'engouement. L'objectif c'était donc de montrer la résilience du San Matenga face donc à l'aide du terrorisme. Et je pense que ce soir, toute la jeunesse du San Matenga, tous les San Matenga est debout pour montrer que vraiment nous allons de l'avant. Et aussi le sport étant un élément fédérateur, ça permet plus d'union, de cohésion et de solidarité. Cette finale qui a opposé l'équipe de Avenir FC à celle de JPPK s'est soldée par la victoire des jaunes de Avenir FC par 1-0, but inscrit à la première période de la confrontation. L'équipe se félicite de cette victoire et salue l'initiative qui permet aux jeunes de Kaya de pratiquer du sport dans un cadre de rencontre fraternelle. Nous sommes très satisfaits. Nous remercions nos supporters qui nous ont soutenus nuit et jour. Nous remercions également Bachir Ouedraogo et tous les organisateurs. Nous souhaitons que l'année prochaine, la compétition soit plus dynamique. C'est du football, c'est un jeu donc. C'est pour promouvoir le fair play, la cohésion sociale. Il n'y a pas de bagarre, donc c'est la joie. L'équipe vainqueur est repartie avec un trophée, des jeux de maillots et une enveloppe de 400 000 francs CFA. Le promoteur du festival Allons à Kaya se félicite de la réussite de cette 3e édition et souhaite une 4e édition plus grandiose dans un contexte national plus paisible et plus stable. Et puis dans le reste de l'actualité, pour terminer, à Khartoum, les Soudanais protestent contre le coup d'État militaire de lundi, pendant que l'ONU demande la libération d'Abdallah Hamdok, le Premier ministre renversé, le général désormais au pouvoir. Dans une première sortie officielle, a affirmé avoir arrêté et mis en lieu sûr le chef du gouvernement. À Khartoum, les Soudanais protestent contre le coup d'État militaire de lundi et les manifestants ont transformé la capitale du pays en ville morte. L'ONU demande la libération du Premier ministre et des responsables détenus par les putschistes. Le général qui a pris le pouvoir s'est exprimé pour la première fois. Il admet avoir arrêté des ministres et des politiciens et il dit avoir mis à l'abri le Premier ministre Abdallah Hamdok. Le Premier ministre était chez lui, mais nous avions peur qu'il soit blessé. Il est maintenant chez moi. Nous étions assis ensemble hier soir et il continue de vivre normalement. Il rentrera chez lui lorsque la crise sera terminée et que toutes les menaces auront disparu. Mais pour l'instant, il reste chez moi. Selon un syndicat de médecins pro-démocratie, depuis lundi, au moins 4 manifestants ont été tués et 80 autres blessés dans des affrontements avec l'armée. À Khartoum, les Soudanais qui bloquent les routes en signe de protestation disent vouloir sauver la révolution qui a renversé Omar el-Béchir en 2019. Et voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Bonsoir et à demain à 20h.